Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus jusqu'à Clermont-Ferrand pour ceux qui se sont levés tôt ou ceux qui sont arrivés hier soir. Donc, je suis Rachid Kander, je suis directeur général de la SEM Assemblia, bailleur social, qui est l'heureux propriétaire du quartier Fontaine-du-Bac, 900 et quelques logements, ça vous l'avez vu. Un quartier plein de potentiel, plein de difficultés, plein de questionnements, plein d'enjeux. Et en tout cas, on est très ravis, au nom de la présidente qui se cache parmi vous, de vous accueillir et en tout cas de vous offrir en terrain de jeu et d'études le quartier Fontaine-du-Bac avec, vous allez voir, plein de défis, plein de questionnements, plein d'enjeux. Élodie Hiltenbrand, je suis directrice générale adjointe à la métropole. Je suis en charge de l'urbanisme et de la transition écologique. Alors c'est vrai que quand cette idée a surgi de proposer la Fontaine-du-Bac dans le cadre d'Europan, on a trouvé ça intéressant parce que au sein de la métropole et de la ville de Clermont-Ferrand, on a 3 quartiers qui font partie d'un programme national, le programme de rénovation urbaine, le NPRU, qui amène à avoir des interventions très fortes sur ces grands ensembles avec de la démolition, de la reconstruction, des interventions très lourdes en matière d'équipement. Et c'est vrai que le quartier Fontaine-du-Bac n'a pas été intégré dans ce vaste programme, dans la mesure où c'est un quartier, vous allez le voir, qui vit plutôt bien. Mais pour autant, il y a des enjeux, vous allez le voir, ça bouge beaucoup autour de ce quartier notamment. Et la question, c'est que va devenir Fontaine-du-Bac avec à la fois ces évolutions tout autour et puis le fait que c'est un quartier qui est plutôt vieillissant, qui va se renouveler. Donc la question, ça va être comment on agit, j'ai envie de dire en douceur, peut-être un peu différemment que ce qu'on a pu faire sur les quartiers où on fait de la démolition, et là aussi ça peut poser question. Ici, vous allez voir, c'est pas l'enjeu. Et justement, comment on imagine l'avenir sans des interventions urbaines massives et plutôt des actions un peu subtiles. Et c'est là où il faut être innovant. Donc c'est encore très intéressant d'avoir la démarche Europan pour une approche justement un peu différente. La Fontaine-du-Bac, c'est effectivement c'est un quartier de politique prioritaire de la ville, à Clermont-Ferrand. C'est un quartier qui a connu des difficultés, des enjeux de sécurité importantes, notamment ici, sur ce centre commercial, qui a fait l'objet d'une grosse action de restructuration de la part de la ville dans les dernières années, avec l'implantation d'un centre de santé, avec la maison de quartier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un quartier qui pose moins, en tout cas nous on voit, de difficultés en termes de problématiques qu'on rencontre régulièrement sur les QPV. Mais c'est un quartier qui nous interroge. Effectivement, alors vous le verrez, il y a toute la question des mutations, puisqu'on est dans un secteur en très forte mutation, au cœur des mobilités de demain, puisqu'on va avoir la ligne C de Inspire qui va passer en bas, il est desservi par le tramway. On a beaucoup de fonciers mutables à proximité, ça on le verra. Mais je rejoins Élodie, au-delà des questions de mutation externe, nous l'enjeu c'est aussi l'évolution de ce quartier, de son peuplement, avec 2 gros sujets pour nous. Effectivement la question intergénérationnelle, puisqu'on a une population vieillissante, et comment va se faire le renouvellement. Et puis les enjeux effectivement, de transition, de résilience, puisqu'effectivement les questions d'îlots de chaleur, et notamment on est sur un quartier où il y a paradoxalement beaucoup d'espaces verts, mais ils ne sont pas forcément... ils sont paysagers, mais il y a un enjeu aussi en termes de ressources vivantes et par rapport à ces enjeux d'adaptation au changement climatique. Pour Assemblia, il y a un 3e enjeu, donc j'en profite pour le partager tout de suite, c'est le fait de faire de Fontaine-du-Bac un laboratoire d'évolution des métiers du bailleur social. On a la chance d'être l'unique propriétaire, donc on a entre guillemets la responsabilité de tout ce que ça va devenir. Et donc l'enjeu pour Assemblia, c'est qu'à travers l'évolution et la réflexion que vous allez conduire, c'est d'accompagner ce volet hard, donc de la transformation urbaine, par du soft, et donc comment du personnel de proximité jusqu'au directeur général, on réfléchit l'évolution de nos métiers, chacun à sa place, et notamment avec l'arrivée de l'IA, mais pas que, sur comment avec les enjeux des transitions, qu'elles soient y compris sociales, comment nous, bailleurs, propriétaires, on s'organise, on se prépare pour dans les 5, 10, 15 prochaines années, on sache être au plus près des besoins de nos résidents.
semblait intéressant de s'arrêter ici pour la question vraiment des mobilités et de la liaison en fait, du quartier au grand territoire via le projet Inspire. Donc, on l'avait décrit dans le dossier de site, mais peut-être que Cédric ou moi on peut revenir dessus. Donc c'est vraiment au niveau de cette rue donc vont se repenser toutes les mobilités. Donc, pas mal en chantier en ce moment, mais d'ici quelques mois, ça devrait pas mal changer les choses pour les résidents en fait, qui vont se retrouver d'un coup très proche à la fois du centre-ville et à la fois un peu de la proche ruralité, notamment sud de la métropole. Oui, effectivement, là on se trouve sur un carrefour assez important entre, vous avez vu dans le dossier, on parle de deux dynamiques, la dynamique métropolitaine et la dynamique plutôt habitante. Donc dans ce sens, je dirais, on est plutôt dans la dynamique habitante, la dynamique des quartiers dont il faudrait qu'ils puissent plus facilement communiquer les uns les autres, donc avec des habitats de style plutôt pavillonnaire, où on est dans un moment où quand même on sent que il y a là aussi une mutation peut-être de cet urbanisme avec un peu plus de densité progressive, etc. Donc qui se poursuit vers Aubière. Voilà. Et donc ici effectivement avec le projet Inspire, la ligne C, l'une des 3 plus grosses lignes du projet Inspire, donc à l'échelle métropolitaine, puisqu'en fait elle dessert Cournon jusqu'à Durtol, et donc on est aussi très très proche de la gare de la Part-Dieu et des autoroutes. Donc on est vraiment sur un carrefour à la fois habitant, à la fois métropolitain. Par rapport à cette question de mobilité, on voit aussi la problématique de la voiture, c'est aussi la place qu'elle prend sur l'espace public. Et notamment au niveau de l'adressage de chaque entrée. En fait, on dissimule à peine. Il y a aussi une question de cette sorte-là, de vraiment connexion entre les rez-de-chaussée, entre la vie de chaque immeuble et l'espace public qui se déroule à l'échelle plus collective du quartier. Voilà. La problématique des seuils, c'est vrai que la voiture, dès qu'on sort de l'immeuble, on est sur l'enrobé, on finit sur l'enrobé. Peut-être tout est un peu trop concentré sur la voiture. Malgré tout, la voiture, ça reste quand même très important pour les habitants. Et donc, quand on viendra en concertation auprès des habitants, la première question qui va se poser, au-delà de leur dire on va essayer de vous donner des usages, des aménités végétales, etc., qui vont changer votre vie, la première question qui va se poser pour eux, c'est ma voiture. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important. Donc ici sur ce qu'on appelle la zone, le carré Etixia, où on va voir il y a Kiabi qui donc est en train de muter, et donc aussi ici en face toute la zone commerciale de la Part-Dieu, qui est amenée à muter également dans un avenir plus ou moins lointain. Voilà, il y a des projets qui font l'objet pour le moment d'études. Voilà, rien de lancé, mais en tout cas une certitude que des mutations vont se produire d'ici les 10 prochaines années, ce qui est aussi dans la veine en fait, des mutations des zones commerciales à l'échelle nationale. Et comme on le disait tout à l'heure, autrefois la Fontaine du Bac était vraiment à la bordure de cette ville franchisée. Et demain, avec la mutation de ces quartiers et avec le projet Inspire, on ne va plus du tout avoir la même appréhension de cette ville-là. On va vraiment se trouver au cœur de la métropole, dans une sorte de continuité aussi entre le centre-ville et les communes plus comme Cournon ou Aubière, etc. Donc ça nous semblait aussi un point important. Vous l'avez vu au niveau du site de réflexion, il n'englobe pas ces quartiers en mutation, parce que pour nous, ce n'était pas l'objet que vous réfléchissiez sur ces zones-là, qui font déjà l'objet de réflexion, mais plutôt de réfléchir à comment la Fontaine du Bac vient s'insérer, vient articuler toutes ces mutations entre elles, vient pour certaines les anticiper aussi, parce que peut-être que certaines choses sur la Fontaine du Bac se feront plus rapidement que des mutations très lourdes qui impliquent un temps beaucoup plus long de l'urbanisme.
Juste par rapport à cette dynamique habitante, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les sondages, les habitants de la Fontaine du Bac parlent vraiment de la Part-Dieu aussi comme une zone de commerce de proximité. Ça peut paraître contre-logique, mais en fait, voilà, ils l'utilisent vraiment comme un quartier de proximité avec toutes les aménités que ce quartier offre. Donc vous avez la ligne Est-Ouest qui va être le support du bus à haut niveau de service, mais cette ligne Nord-Sud, qui était l'ancienne départementale qui traversait Clermont, il y a 5-10 ans, on roulait à 70 km/h, c'était un axe prioritaire, 2 fois 2 voies. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment d'en faire une zone apaisée. Le carrefour, si vous étiez venu il y a 2 ans, c'était un grand giratoire, infranchissable, quasi infranchissable à pied. Aujourd'hui, tout ça est en train d'être de plus en plus apaisé parce que ce trafic nord-sud s'est reporté sur l'autoroute qui a été élargie il y a 4-5 ans. Et donc du coup, il y a vraiment cette reconquête d'une urbanité plus apaisée. Là, on voit bien la Fontaine du Bac à l'arrière. Et donc devant, toute la zone Kiabi qui va muter. Donc avec ce grand projet de mixte, commerce, logement, activité. Et en son cœur, un grand parc urbain dont une partie sera même sanctuarisée. Voilà, ça pose question. C'est intéressant, mais voir comment aussi cette réflexion sur les espaces paysagers, la circulation des espèces, la biodiversité et questionner à l'échelle du quartier, mais aussi à l'échelle plus large, aller voir comment les projets peut-être en cours intègrent ces questions à l'échelle du territoire plus resserré et puis pour aller chercher des logiques d'espèces, de migration, etc. à l'échelle plus territoriale. C'est vrai que c'est pas intégré dans le site de réflexion, mais bon, vous êtes habitués à faire ça. Hein. Il me semble intéressant à un moment d'aller un peu dézoomer pour comprendre aussi ces projets de sanctuarisation à l'échelle beaucoup plus de tous les projets qui sont en cours. On n'oublie pas aussi dans les questionnements, c'est promouvoir les quartiers ouverts. Donc c'est vraiment réfléchir aux liens qui pourrait y avoir, les traversées, alors qu'elles soient mode doux, mais aussi les trams vertes, bleues, etc. Et puis effectivement, là on voit bien que ce projet Etixia, il démarre ici, mais il va jusqu'à la rue qui est juste en face du site de projet, quoi. On ne vous demande pas de travailler sur le projet Etixia puisqu'il existe, il existera, mais c'est plutôt de l'intégrer et de faire en sorte justement de répondre à cette question, de promouvoir les quartiers ouverts, quels échanges il peut y avoir. Autre point d'arrêt, surtout pour la vue. Donc on vient de longer le tram qui a été un point important aussi de désenclavement il y a une dizaine d'années, voire plus. Qui permet vraiment là de relier le centre-ville de Clermont, donc la place de Jaude en fait, assez rapidement. Là vous avez le campus des Céseaux qu'on verra aussi tout à l'heure, qui est un peu la fin de la coulée de lave granitique. Et donc qui explique aussi toute la topographie de la Fontaine du Bac qui vient un peu s'accrocher à cette coulée. On a aussi un point de vue sur les équipements sportifs, donc le stade Daniel Papillot et puis le Sisti Stade qui faisait partie d'un budget participatif, c'est ça ce que vous disiez. Et donc il y a un lieu aussi assez fréquenté par les habitants de la Fontaine du Bac. Alors là on est en période scolaire et lundi matin à 10h, mais c'est vrai que la dernière fois que je suis passée, il y avait beaucoup plus de monde qui jouait, qui s'entraînait. C'est intéressant aussi de comprendre que de l'autre côté on est sur la ville d'Aubière. Voilà, sur le site de réflexion, il nous semblait intéressant, toujours pareil dans cette dynamique habitante qui peut-être est parallèle à la dynamique métropolitaine, d'aller chercher un peu ce qui se passe de l'autre côté aussi des grands boulevards, notamment dans ce tissu pavillonnaire qui est en mutation plus douce, on va dire, ou plus infiltrée,
même si Assemblia a aussi un projet pas de rénovation, mais de logement. Ouais, de réhabilitation d'une friche militaire. Et il n'y a pas très longtemps, dans le cadre du projet de la Fontaine du Bac, j'avais fait une intervention dans un autre cadre et il se trouve que le président de l'association qui est juste ici était venu voir un petit peu ce qu'on racontait et il était très surpris de découvrir la Fontaine du Bac, d'où pour nous quand même l'importance de ces liens parce qu'en fait c'est très proche, mais on se rend compte que finalement le boulevard ou d'autres barrières font que il n'y a pas forcément un mélange des habitants qui pourtant quand on en parle avec le président finalement lui semble logique. Donc lui-même a pris conscience qu'il y avait des choses qui se passaient ici. Et donc pour revenir sur les équipements, la plupart de ces équipements ont été récemment rénovés par la collectivité. Voilà, la ville lance un appel à idées aux habitants de leur quartier. Voilà. Suivi d'un vote. Et donc cet équipement il est vraiment issu d'une demande des habitants. Aussi ici pour ces questions de terrain peut-être plus mutables que d'autres. Vous allez voir à l'intérieur de la Fontaine du Bac, on n'imagine pas forcément de possibilités de construction. Enfin, il y a quand même cette réserve paysagère foncière intéressante qu'il ne faudrait pas annuler. Mais par contre, il y a peut-être des endroits un peu autour où on peut commencer à densifier légèrement, voir selon les besoins. Hein. C'est un peu aussi en fonction des projets, mais en tout cas, voilà, il y a cette potentialité au niveau des... Ouais, on a ces box là ici qui nous appartiennent, qui pour nous, alors pour les habitants, c'est le Graal du stationnement parce qu'il est couvert, fermé, etc. Nous, on n'y tient pas particulièrement, on peut y faire autre chose, construire ou pas construire, enfin, c'est quelque chose qu'il faut intégrer à la réflexion. On en a d'autres au pied de l'école. Après, à l'intérieur, effectivement, comme ça, de but en blanc, on ne souhaite pas forcément construire. Il y a plein de questions à se poser. Après, comme le disait Julia, à proprement dit, le projet, ce n'est pas un projet de densification dans l'absolu. Mais effectivement, sur les marges du terrain, des questionnements comme on peut l'avoir sur ces box, bon, pourquoi pas. Voilà. Le jardin partagé, donc c'est pas Assemblia, donc le bailleur social qui le gère, c'est le centre social. Et je sais qu'il y a une animatrice qui est là, qui est présente tout le temps. Et il y a un petit groupe de locataires qui font partie du jardin, qui l'exploitent. Voilà, c'est autour d'animations régulières. Il a 15 ans déjà ce jardin-là. Alors, ce que je disais au jeune homme, là, du coup, nous, on a une équipe sur place. Donc c'est une équipe de proximité donc sur le terrain qui est constituée de gardiens d'immeubles et d'un agent de proximité. Ensuite, il y a un adjoint et un responsable de secteur qui gèrent aussi ce patrimoine-là. Le ressourcement des espaces paysagers et le ressourcement également des dynamiques habitantes. Tout ça dans une projection à quand même long terme, c'est-à-dire que si on se place dans une perspective actuelle, on pourrait se dire que tout a l'air de fonctionner, les espaces sont gérés, ils sont quand même importants, ce qui participe aussi du bien-être et du bien-vivre du quartier. Les espaces paysagers reviennent vraiment très souvent dans les sondages comme point principal de qualité du quartier. Mais si on se projette à 5-10 ans avec les enjeux qu'on connaît, du changement climatique, également de l'instabilité économique, politique dans lequel on rentre et qui risque de paupériser, fragiliser une population qui est en ligne de mire, en fait, qui
qui sont les plus à même d'être encore plus fragilisés. Si on se place dans cette perspective, c'est vrai qu'on pense que la Fontaine du Bac est le lieu et c'est aussi le moment de penser à ces transformations sur le long terme pour avoir des espaces paysagers qui soient peut-être, qui rentrent dans une question de biodiversité plus importante. Il y a la question de la gestion des ressources, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se permettre de gérer de la même façon dans 5-10 ans avec la raréfaction des ressources, la question de l'énergie, ces espaces paysagers. Peut-être amener des dynamiques internes qui s'auto-alimentent. Également, c'est la question des espaces paysagers comme source de pratique et d'usage. Donc là, on en a quelques-unes, mais c'est vrai que Cédric faisait la réflexion qu'il y avait quand même l'été, peu d'investissement en fait, de ces espaces, alors qu'on pourrait penser qu'ils laissent la possibilité de faire plein de choses, notamment en commun, mais également à l'échelle d'une famille, comme extension du logement, comme on en parlait. Et cette question des usages également au niveau des nouvelles pratiques, comment ce quartier, par ses espaces paysagers, mais également par d'autres aménités, peut amener à repenser les pratiques des habitants pour les rendre plus autonomes, plus à même également de participer à cette grande transformation. Et donc la difficulté, là, ça va être de se projeter à très long terme pour imaginer ces transformations, mais en même temps de penser à des actions qui peuvent être faites demain. Voilà, comment amener de nouvelles pratiques de mobilité, de consommation, de production économique, etc. Et ensuite, au niveau plus de la ressource bâtie, faire avec le déjà là, donc vraiment utiliser ce patrimoine bâti et foncier. Et donc voilà, participer aussi de la vie de quartier dans le sens de produire eux-mêmes les aménités dont ils auraient besoin. Pas compter que sur des équipements qui viendraient de l'extérieur, mais il y a suffisamment de ressources habitantes avec des personnes qui font des choses pour les ouvrir au reste des habitants et participer de ce ressourcement de ces dynamiques.